Madame, Monsieur, bonjour. Michel Delaunay a quitté le gouvernement il y a un an. Désormais député de la Gironde, l'ancienne ministre socialiste chargée des personnes âgées continue ses combats politiques à l'Assemblée nationale et à la mairie de Bordeaux. Vie locale, loi santé, Michel Delaunay ne lâche rien. Michel Delaunay est aujourd'hui l'invité de La Voix est libre. Michel Delaunay, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce samedi matin. Alors, vous avez quitté le gouvernement il y a un tout petit peu plus d'un an. Avez-vous digéré, compris ce départ du gouvernement? Je ne l'ai pas compris, mais très clairement, ceci est maintenant derrière moi. Et j'essaye, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, de rester extrêmement engagé. Vous vous souvenez de la très belle phrase de Kennedy: ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Et à ma place, quelle que soit cette place, j'essaye d'y souscrire. C'est-à-dire que vous avez considéré qu'en étant aujourd'hui député, vous aviez encore plein de choses à faire, si je comprends bien. Pour autant, pour rester quand même sur cet épisode gouvernemental, est-ce que vous avez quand même quelques regrets, des regrets peut-être de ne pas être allé au bout de ce que vous aviez engagé? Bien évidemment, j'avais une loi qui était prête, qui devait passer en Conseil des ministres le jour même. Cela est toujours désagréable, mais la loi est aujourd'hui votée à l'Assemblée. Je l'ai bien sûr soutenue. Je suis sûr qu'elle prendra effet. Le bébé est sauf. Sur la forme, est-ce que vous avez regretté la manière dont on vous a informé? Peut-être même vous n'avez pas été informé directement? Très clairement, oui. Je pense que cela n'est pas valorisant pour la politique. Et vraiment, je me suis aussi donné la mission de toujours agir dans le sens d'une déontologie en politique, et là comme ailleurs. Vous en avez reparlé avec Manuel Valls sur le fait qu'il ne vous ait pas appelé justement pour vous dire que vous n'étiez pas reconduite? Pas du tout. Vous avez eu des échanges avec lui ensuite sur ce nouveau gouvernement, sur la politique à mener? Pas du tout. Je ne lui ai parlé que d'une chose, c'est de l'importance de la transition démographique dans la marche de notre pays et la prise en compte des enjeux. Même chose avec le président de la République. Je ne suis pas dans le rétroviseur du tout. Alors, on parle forcément de l'exécutif, de la tête du pouvoir. Le François Hollande a été élu président de la République il y a 3 ans. On est à la date anniversaire. Quel bilan tirez-vous de ces 3 années à la tête du pays? Alors, ce n'est pas tellement un bilan qu'une idée forte. Je pense qu'il est très difficile, et en particulier pour un président de la République ou un gouvernement socialiste, d'être celui qui doit porter une politique d'effort et une politique de rigueur. Vous savez, je pense très régulièrement à Gerhard Schröder, qui a été chancelier d'Allemagne à une période où l'Allemagne allait mal. Et lui, chancelier socialiste, a dû faire des réformes dures, plus dures encore que ce que nous vivons dans notre pays, où l'heure est aux économies. Et il a redressé l'Allemagne. Ça lui a coûté son poste. Mais aujourd'hui, et je vais prendre un exemple qui a un lien avec ce que nous venons de dire, c'est-à-dire l'âge et la transition démographique, aujourd'hui, l'Allemagne met 6 milliards sur la prise en charge de la perte d'autonomie et nous ne pouvons en mettre que 645 millions. Ce qui veut dire, et ce que tout le monde sait en réalité, que les politiques sociales, les politiques que nous aimerions mener dépendent de la situation économique d'un pays et dépendent de la situation de l'emploi. Et donc, nous avons, je dis nous, le gouvernement, mais chacun de nous a la lourde charge de porter cet effort. C'est ainsi que quand je bataille à la mairie de Bordeaux en disant non, les dotations de la baisse des dotations. On va revenir, Michel Delaunay, sur ces dossiers-là, parce que ce sont des points très importants. C'est un point qui a un lien très Absolument, très on va revenir sur ces points-là. Mais j'aimerais qu'on reste quelques minutes tout de même sur le président de la République. Donc vous avez, est-ce qu'on peut parler d'une notion de sacrifice pour François Hollande, un travail à faire qui est un sacrifice étant la situation du pays? Le mot sacrifice ne me paraît pas le bon, mais c'est en effet difficile
lourd à porter au quotidien parce que les critiques sont plus aisées que les compliments. C'est d'ailleurs une particularité de notre pays. Et personnellement, je lui conserve bien évidemment mon admiration pour la colonne vertébrale droite qu'il maintient dans cette situation difficile, malgré les aléas, malgré les efforts demandés, malgré les sacrifices qui doivent être consentis. Vous avez vu la difficulté où nous sommes pour maintenir le budget des armées. Et difficulté pourquoi ? Parce que nous savons que ce que nous donnons ici, nous le prenons ailleurs. Justement, fallait-il, comme cela a été décidé cette semaine, augmenter le budget des armées au détriment d'autres ministères, évidemment ? Il n'a pas été réellement augmenté, mais la diminution qui était prévue a été diminuée de moitié. Vous voyez que les mots comptent. Oui, donc les économies qui étaient prévues ne seront pas faites, en tous les cas, pas totalement. Je soutiens quand on voit l'effort de nos armées pour maintenir la sécurité du pays. Ce sont eux qui sont sur le terrain, en plus des formes de police et de renseignement. J'ai une grande estime et admiration pour nos soldats, tout simplement, même dans l'instant présent. Et je salue cet effort consenti qui, a priori, ne nous était pas naturel. Puisqu'on parle de l'armée, concernant l'industrie aéronautique, une bonne nouvelle en perspective, puisqu'on sait qu'il devrait y avoir ce lundi une signature de vente à nouveau de Rafale avec le Qatar, 24 appareils prévus en tous les cas initialement, ce qui s'ajoute à l'Égypte et les contrats avec l'Inde. C'est évidemment une bonne nouvelle pour la France, très bonne nouvelle. Pour l'Aquitaine et pour la Gironde. Très bonne nouvelle, vous venez de le dire, pour la France, pour l'Aquitaine et pour la Gironde et pour le prestige de nos armées et de nos armes. Le Rafale ne s'était pas vendu, vous le savez, jusqu'à l'arrivée de ce gouvernement. Nous avons aujourd'hui 64 Rafale déjà vendus. Vous pensez que c'est uniquement ce gouvernement qui a permis ces ventes ou c'est un travail de longue haleine et que c'est une continuité politique qui est récompensée ? Je pense que cela va plus loin. Je ne sais pas faire exactement la part de la continuité politique. Elle est possible. Mais c'est surtout le prestige de nos armées. Pour la Gironde, cela veut dire des emplois supplémentaires ? Des emplois pour les sous-traitants également. Est-ce qu'on va être capable de gérer en fait cet afflux massif de commandes ? Je pense, en effet, vous savez, à la fois... En tant que député de la Gironde, vous avez une idée assez précise de ce que ça va représenter en activité, en emploi supplémentaire ? À l'heure actuelle, je ne peux pas, puisqu'on n'a pas pu statuer. Les choses sont aujourd'hui, pratiquement. Mais on est très fiers de cette avancée. Et je crois que tous les Girondins, comme tous les Français, doivent s'en réjouir. Je reviens donc sur l'action du gouvernement et du président de la République. Puisque vous êtes relativement cash dans votre analyse politique en général, quels sont les échecs du président de la République à l'heure actuelle sur ces 3 premières années ? Écoutez, c'est difficile et moi, contrairement à beaucoup de Français, je ne suis pas très encline, on dit, au bashing ou aux critiques. Il est certain que j'aurais préféré que certaines annonces ou que certaines réformes soient plus précoces. La réforme territoriale que nous aurions dû annoncer dès le départ, une réforme fiscale, mais ne remontons pas en arrière, si vous voulez. Ce n'est pas que je ne veux pas faire de bilan. S'il n'y avait pas eu d'erreur, ce ne serait pas normal. Nous ne sommes pas dans une république bananière où je vous dis que tout est beau et que François Hollande est le roi soleil. Ce que j'admire, c'est la continuité dans l'action. Malgré les aléas, malgré les critiques, les dernières élections nous ont montré 2 choses. À la fois, la difficulté de gouverner en France, c'est d'être compris alors qu'on est au pouvoir, mais aussi, finalement, une sorte de satisfecit à sa politique, dans le sens où les tentations d'extrême gauche qui se sont dessinées ici ou là, même au Parlement, n'ont pas été payées de succès. Donc la politique que nous menons est la bonne, à des défauts près, j'en suis d'accord, mais la ligne directrice, la colonne vertébrale est la bonne, et c'est à cela que je souscris.
Pour autant, le Parti socialiste paye cher cette ligne directrice. On a vu pour les élections municipales, les élections européennes, les élections départementales, ce ne sont que des échecs ou des défaites. Au moment de ces scrutins, et en particulier des dernières départementales, j'ai fait la comparaison entre les élections intermédiaires pendant le quinquennat précédent. Eh bien, les reculs de l'UMP étaient plus forts encore. Ce qui veut dire que, et c'est une interrogation pour nos citoyens, que quand on est au pouvoir, on n'a pas l'assentiment naturellement, que nos citoyens sont plus prêts à critiquer qu'à soutenir. C'est plus difficile, c'est plus facile de critiquer. Et là, j'en appelle à la conscience de chacun. Que quand il critique une mesure, de se demander que feriez-vous à la place? Et quelqu'un qui ferait le contraire, le soutiendriez-vous? C'est un exercice austère, mais salutaire. Est-ce que Manuel Valls est aujourd'hui le bon Premier ministre qu'il faut pour la France? Écoutez, j'avais beaucoup d'affection et d'admiration pour Jean-Marc Ayrault, qui a eu le défaut, et vous voyez que je risque, en disant ces mots, d'être trop loyal, de ne jamais établir de rapport de force avec le président de la République et de soutenir même des choses qu'il n'approuvait pas totalement. Néanmoins, je pense, et vous voyez, je suis cash, que le pays avait besoin d'une nouvelle voie, VOX, d'un nouveau portage politique, et que Manuel Valls le fait très bien. Alors, après ces élections départementales, nous sommes déjà rentrés dans une quasiment campagne pour les élections régionales qui auront lieu en décembre prochain de cette année. Vous ne serez pas candidate? Non. Alain Rousset est-il le bon chef de file pour le Parti socialiste pour cette grande et nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes? Pour moi, il n'y a aucun doute ni aucune réserve. Pourquoi? Nous sommes dans une élection totalement nouvelle, avec un enjeu formidable, c'est de réunir, de solidariser 3 territoires qui avaient eux-mêmes des présidents de région bien souvent prestigieux. Et cet enjeu-là, qui est vraiment un nouveau type d'élection, pour un nouveau défi, et un défi d'abord économique, personne d'autre ne pouvait le porter. Ce n'est pas, et voyez, je parle librement, ce n'est pas un 4e mandat. Alors là, vous anticipez une question, parce que vous l'entendez peut-être avec les militants. Alain Rousset a déjà fait 3 mandats, c'est son 3e mandat, et je crois qu'il y a une règle interne au Parti socialiste qui dit qu'un candidat ne fait pas une candidature pour un 4e mandat. Malheureusement, cette règle n'existe pas encore. Mais je parle d'autant plus librement. Malheureusement, vous venez de dire. Oui. Vous auriez souhaité qu'elle existe là cette fois-ci? Je parle d'autant plus librement que je soutiens moi-même que dans 3 mandats identiques successifs, on peut s'amollir un peu, être moins créatif. Mais là, nous ne sommes pas dans la situation. Il a un défi complètement nouveau. 3 territoires qui ont pu quelquefois être un peu en concurrence même, qu'il faut réunir et solidariser sur un projet économique. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et alors ça, c'est un argument que j'entends. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que personne d'autre qu'Alain Rousset peut mener ce combat pour le gagner. Mais est-ce que ce n'est pas beaucoup, tout de même, 4 mandats sur une élection régionale? Eh bien, dans une élection qui est... Lorsque l'on dit que les politiques doivent aussi passer la main. Ce n'est plus du tout la même région. Et je vais vous dire, je pense que vous avez compris l'estime, l'admiration et l'importance que j'accorde aux militants. Les militants des 3 territoires, et ça c'était un enjeu, ont voté à 77% pour Alain Rousset. Donc ça veut dire qu'ils pensent la même chose, que nous avons un défi important à relever pour la France elle-même, c'est-à-dire donner à ce territoire qui a une attractivité considérable, lui donner une place économique susceptible de peser dans l'avenir de la France. Et je crois que nous allons le faire, d'une part, et d'autre part, que dans l'État, nous sommes Alain Rousset était le seul à pouvoir le faire. Ce que je pense, c'est qu'il faut maintenant
à l'exception instiller cette idée. Je pense aux parlementaires, je pense aux maires des villes. Avez-vous posé, je ne dis pas vous personnellement, mais avons-nous posé la question à Alain Juppé quand il s'est présenté pour un 4e mandat à la mairie? Non, mais maintenant... Alors, ce que je comprends bien, c'est pas de 4e mandat en règle générale, mais pour ce qui est des élections régionales avec Alain Rousset, là, oui. Il faut maintenant s'installer dans ce non-cumul dans le temps. Ne pas faire 3 mandats successifs identiques, mais là je ne parle pas d'Alain Rousset. Les élections régionales, je dirais la même chose en Basse et en Haute-Normandie, qui vont se marier ensemble sans avoir d'atome crochu évident. Eh bien je dirais, voilà un enjeu nouveau. On ne peut pas penser qu'un ou une candidate non connue puisse gagner. Et vous voyez, je vais vous dire un mot. J'ai été choquée bien plus par, en quelque sorte, la nomination de Virginie Calmels à la tête de la campagne UMP. Vous voulez dire la désignation qui n'est pas encore faite, puisque ce sera éventuellement le cas jeudi prochain. C'est pour ça que j'ai dit... Au sein même de l'UMP, visiblement, il y a eu un blocage. C'est pour ça, Franck Aubert, que j'ai dit la nomination. Parce que, en fait, c'est Alain Juppé qui a dit « Eh bien, ce sera elle ». Je pense qu'elle sera désignée, car des tractations par son parti. Ce n'est pas une bonne candidate pour l'UMP ? Je pense que... Vous la côtoyez au conseil municipal de Bordeaux ? Écoutez, au conseil municipal, elle est très taisante. Je n'ai pas de jugement personnel. L'idée que je me fais de la parité n'est pas celle-là. C'est-à-dire dans un enjeu aussi considérable que la grande région, la nouvelle grande région, je pense qu'il est important d'avoir d'abord présenté un projet de territoire. L'a-t-elle fait? Non. C'est vraiment une nomination par le maire de Bordeaux. Et je répète, ce n'est pas l'idée que je me fais ni de la promotion des femmes, ni de la parité. Également une surprise peut-être, enfin, en lisant vos tweets, et Dieu sait si vous réagissez beaucoup sur Twitter. Vincent Feltès est votre suppléant à l'Assemblée nationale. Vous avez l'air surprise qu'il annonce sa candidature aux élections régionales? Non, ou qu'il l'annonce de cette manière-là, en tous les cas? J'ai manifesté pas du tout d'un tweet, nul tweet à ce sujet. J'ai envoyé un mail aux militants pour leur dire que cela contravenait à nos pratiques. Vous voyez, c'est un sujet interne au Parti socialiste et qui aurait dû le demeurer. Je n'ai fait aucun tweet, aucune prise de position publique et j'en demeurerai là. C'est un sujet qui rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, il y a une cohérence qui est le respect d'une méthodologie et d'une déontologie. Il aurait dû y avoir un dialogue et un débat avec les militants avant l'annonce, c'est ce que vous voulez dire? Là, il aurait fallu attendre la liste et qu'elle soit votée, tout simplement. Vous en avez parlé avec Vincent Feltès? Vous avez eu un échange à ce sujet? Pas depuis lors. Vous estimez que Vincent Feltès pourrait devenir un bon président de région, par exemple? Écoutez, là, vraiment, je ne me pose pas la question. Je crois que je me suis exprimée sur ce point. Ça n'est pas le sujet. Ça n'est d'ailleurs nullement son projet. Et donc, je crois que la question ne mérite pas d'être posée très clairement. Ce n'est pas son projet. Et je le comprends. Alors, une question que je vais me permettre de vous poser cette fois-ci sur la mairie de Bordeaux, puisque vous assistez aux conseils municipaux très régulièrement, enfin tout le temps même. Alain Juppé a annoncé qu'il était contraint d'augmenter les impôts locaux de 5% pour l'année prochaine pour compenser, dit-il, la baisse des dotations de l'État. Alors là, j'ai été très choquée, je vous l'ai dit tout à l'heure. La baisse des dotations de l'État. Parlons-en à tous ceux qui nous écoutent. La baisse des dotations de l'État est calculée en stricte proportion de la part qu'ont les collectivités dans la dépense publique et en proportion relativement à l'État. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Que pour les sommes qui leur sont allouées proportionnellement à leurs ressources, on leur demande de réduire leurs dépenses de fonctionnement. C'est un appel à l'économie. Tous les Français font un effort, et ô combien. Les collectivités doivent le faire. Donc, aujourd'hui, faire peser sur le contribuable, si cela était le cas, même, ce qui n'est pas le cas,
les baisses de dotation sur le contribuable, c'est le faire payer 2 fois, car lui aussi, par l'impôt, a été appelé à l'effort. Mais surtout, c'est un prétexte déloyal. Vous contestez les grands travaux menés par Alain Juppé sur Bordeaux? Je déconteste d'abord la hausse d'impôts, même si elle devait compenser les économies qui ne sont pas faites, ce ne serait que 1,5%. Deuxième point, je dénonce certains grands travaux beaucoup savent que je n'ai pas été favorable, non pas au grand stade, mais au fait que le grand stade soit payé par l'argent public. Non, ce n'est pas correct. Le food business pouvait le prendre en charge. Mais ce que je dénonce et que j'ai dénoncé fortement au conseil municipal de Bordeaux, c'est la mauvaise gestion de l'argent public. C'est le rôle majeur de l'opposition. Veiller à la bonne utilisation de l'argent public. Michel Delaunay, parce qu'il nous reste relativement peu de temps, il faut absolument qu'on parle. Mais je veux vous dire un mot des surcoûts. Oui. En une seule année, 2014, les surcoûts, c'est-à-dire par rapport aux chiffres annoncés, les augmentations indues de ces travaux, en une seule année, 4 milliards d'euros 2014, 4 millions d'euros, pardonnez-moi, heureusement, c'est-à-dire 2 points de fiscalité. Ce thème a été discuté au conseil municipal de cette avec force, et je dois dire que même Alain Juppé a reconnu que peut-être ça faisait beaucoup, mais un peu contraint. Peut-être que les entreprises aussi peut-être gonflaient certains montants avant d'obtenir les marchés. Mais c'est à la gestion municipale de vérifier la loyauté des propositions, des présentations, et ensuite de maîtriser les coûts. Michel Delaunay, il nous reste 4 minutes, c'est relativement peu, mais j'aimerais qu'on dise un mot de la silver economy. C'est une bataille que vous menez parce que vous estimez, et vous avez certainement raison, qu'il y a là des emplois à créer dans ce domaine. Écoutez, en effet, Alain Rousset m'a confié de bâtir le programme pour les 3 grandes régions. J'ai lancé au plan national la silver economy. France Stratégie. C'est quoi la silver economy, pour bien comprendre? Tous les aspects économiques liés à l'avancée en âge dans notre pays. Eh bien, c'est un atout, cette avancée en âge. C'est un atout parce que c'est générateur d'emplois. France Stratégie vient d'examiner, de prévoir les emplois qui seront nécessaires dans les 10 ans qui viennent. Pratiquement 40% de ces emplois sont liés à l'avancée en âge, sont liés aux retraités. Et donc voilà, il y a à la fois des emplois de service, mais il y a aussi une silver economy productive qui va nous permettre, je l'espère, d'être leader dans ce champ économique. Est-ce qu'on est apte aujourd'hui à pourvoir de tels emplois s'ils existent, si on arrive à les créer? On est apte à pourvoir de tels emplois, et je sais qu'Alain Rousset aura des mesures très très fortes pour la formation dans ces emplois. Et deuxièmement, on est apte, surtout grâce à de multiples start-up, à être en tête de l'innovation et du numérique dans ce champ pour les années à venir. Nous sommes dans les 5 premiers mondiaux sur le plan de la longévité. Il faut qu'on le soit aussi dans le champ économique. La loi santé, puisque c'est un temps fort, elle est passée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Que doit-on retenir comme événement majeur lié à cette loi santé? Alors, comme nous avons peu de temps, je vais être très partiale. Nous devons retenir d'abord ce qui tient à la prévention, et en particulier à cet enjeu considérable qui est de prévoir, d'aménager la sortie du tabac, qui rapporte 14 milliards à l'État, qui lui en coûte 47, et surtout qui est un carnage sanitaire. Donc là, pour lutter, vous êtes très clair, vous dites qu'il faut augmenter le prix du tabac de manière considérable. C'est ce qui n'a pas été fait, mais quand j'ai déposé mes amendements pour modifier la fiscalité du tabac en faveur des buralistes, pour les aider à préparer cette sortie du tabac, grâce à mes efforts réitérés, j'ose le dire, eh bien, le gouvernement s'est engagé, d'une part, à ouvrir une concertation avec les buralistes, et d'autre part, à modifier la fiscalité au détriment des cigarettiers qui ont une part déraisonnable, le mot est faible, et en faveur des buralistes. Nous allons
Franck Aubert, je vous le dis et je le dis à ceux qui nous écoutent, gagner la bataille du tabac. C'est un enjeu aussi important que l'abolition de la peine de mort. Et je veux y avoir apporté quelque chose. J'aimerais qu'on consacre la fin de cette émission en 30 secondes. C'est court, mais c'est important. Cette semaine, c'était les 70 ans du vote des femmes, la date anniversaire. Les femmes votent en France depuis 70 ans. Pour autant, est-ce qu'il y a une véritable égalité politique homme-femme en France aujourd'hui ? Il n'y a pas une véritable égalité dans les chiffres, vous le savez bien, nous n'avons pas le temps de les rappeler, mais aussi dans le cerveau des hommes politiques. Et je vous parlais tout à l'heure de la pratique de la parité, et je trouve qu'elle est mal respectée, et je ne veux pas évoquer des petites réflexions du maire de Bordeaux qui montrent qu'il y a encore... Et d'autres peut-être également que vous devez côtoyer aussi à Paris. Qui montrent qu'il y a encore un très grand chemin à faire, mais chez les femmes aussi, pour installer cette parité respectueuse les uns des autres et raisonnée. Michel Delaunay, merci d'avoir accepté l'invitation de La Voix est libre ce matin. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Aujourd'hui, avec